Le son de ma propre voix résonnait dans le salon, chargé d'une attente presque enfantine. Je rajustais le coussin de velours sur le canapé, ce même canapé que j'avais choisi avec tant de soin pour eux. Alors, ce que je voulais savoir, c'est l'heure. À quelle heure dois-je être prête demain? Julien, mon fils, s'agita, mal à l'aise. Ce fut Chloé, ma belle-fille, qui répondit. Elle posa la tasse en porcelaine sur la table basse en verre avec une lenteur calculée, le tintement résonnant comme une fissure dans le silence. Un sourire mince, presque imperceptible, incurva ses lèvres. « Ah, Hélène, dit-elle, sa voix douce comme de la soie empoisonnée. Le mariage, c'était hier. L'air a tout simplement disparu de mes poumons. Je suis restée paralysée, sentant le sang se glacer dans mes veines. Hier, pendant que j'essayais pour la dernière fois ma robe neuve, il se disait « oui ». Pendant que je préparais mon discours pour le toast, ils étaient déjà mariés. Mes yeux se fixèrent sur un point vague du mur. Derrière, dans ma chambre, pendait un fantôme de soie vert émeraude. 900 € d'un tissu qui ne verrait jamais la lumière du jour. 900 € pour célébrer un moment dont j'avais été intentionnellement effacée. Julien n'osait pas me regarder. Ses yeux, ces mêmes yeux que j'avais vus s'ouvrir au monde, se cachaient maintenant de moi, rivés sur le tapis perçant que j'avais payé en 10 mensualités. Il était complice. Son silence était le deuxième coup de poignard. Il pensait que la douleur m'aveuglerait, que je n'étais qu'une vieille sotte, facile à écarter. Mais tandis que Chloé m'observait avec ce triomphe à peine déguisé, une pensée froide et lucide traversa mon esprit. Elle ne me regardait pas ainsi seulement parce qu'elle se sentait victorieuse. C'était le regard de quelqu'un qui cache quelque chose. Et je savais quoi. Je me souvenais très bien de la façon dont elle était entrée dans nos vies, du premier mensonge qu'elle avait raconté. Et soudain, j'ai compris que le mariage secret n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'avait été que le premier coup d'un jeu bien plus dangereux. Ce qui suit est une leçon de pouvoir et de dignité. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être témoin de chaque étape de la revanche de cette femme. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je m'appelle Hélène, j'ai 65 ans et pendant 40 d'entre eux, j'ai été expert comptable. J'ai jonglé avec les chiffres, les bilans et les projections. J'ai appris que chaque actif a son passif et que les comptes, tôt ou tard, doivent être soldés. C'est peut-être pour cela que j'ai mis si longtemps à voir le déséquilibre dans ma propre vie. Mon défunt mari, Alain, disait toujours que mon cœur était trop généreux pour ma profession. Il avait raison. J'ai passé ma vie à investir mon plus grand capital, mon amour, dans un compte qui ne me rapporterait jamais de dividendes, mon fils, Julien. Depuis le départ d'Alain, il y a 20 ans, j'ai fait de l'éducation de Julien ma seule raison d'être. J'ai vendu ma voiture pour lui payer ses cours préparatoires. J'ai utilisé l'argent d'un petit héritage pour financer son master à l'étranger. Un rêve qui, disait-il, changerait sa vie. Et quand Chloé est apparue, j'ai déroulé pour elle le même tapis de sacrifice. Elle est arrivée avec un sourire mielleux et la dette d'une voiture de luxe qu'elle avait accidentée. « Ça m'empêche de rêver, Hélène », a-t-elle sangloté sur mon épaule. Et moi, l'éternelle sauveuse, j'ai réglé la dette. Je pensais acheter la tranquillité d'esprit de mon fils. J'étais loin de me douter que je ne payais que le premier d'une longue série de traites sur ma propre désillusion. Les gens me regardent et voient une forteresse. La veuve qui a élevé un fils exemplaire, la femme qui ne ploie jamais. Mes voisines m'appellent Madame Hélène, le roc. Mais les rocs ne sentent pas l'écho de la solitude dans une maison silencieuse. Les rocs ne se demandent pas, tard dans la nuit, où ils se sont trompés. Pendant des années, j'ai entretenu l'image de la femme inébranlable, alors qu'à l'intérieur, je me sentais de plus en plus invisible. Un fantôme fonctionnel dont la seule utilité était de signer des chèques et d'offrir une épaule pour des lamentations qui ne me concernaient jamais. Je m'étais convaincue que chaque sacrifice était une graine d'amour qui, un jour, fleurirait en gratitude. Mais ce qui a fleuri, c'est un jardin d'opportunisme. La vérité, c'est que mon amour était devenu une ressource naturelle, une chose qu'il supposait être toujours là, abondante et inépuisable, comme l'air qu'il respirait. Ils se sont habitués à ma force, mais ils ont oublié mon humanité. Et je l'ai permis. Je leur ai appris, par mes propres actions, que mon amour n'avait pas de prix, mais que mon argent, lui, avait un but. Les servir, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette phrase. Là, assise sur mon canapé,
Sous le regard froid et calculateur de Chloé et l'indifférence lâche de mon fils, j'ai enfin compris. L'expert comptable en moi s'est réveillé. Je n'étais pas la matriarche de la famille. J'étais un poste dans leur bilan financier, une colonne de crédit qu'ils avaient épuisée. Et maintenant que la source se tarissait, ils n'avaient plus besoin de faire semblant. Je n'étais plus un investissement. J'étais devenue une charge à éliminer. Une charge à éliminer. La phrase résonnait dans mon esprit, froide et précise, comme le scalpel d'un chirurgien excisant une tumeur. Mais ce qu'il ne comprenait pas, ce que Julien semblait avoir oublié et ce que Chloé n'avait jamais su, c'est que mon désir n'avait jamais résidé dans les chiffres. Il ne s'agissait pas de l'argent que je donnais, mais de ce que j'espérais, en silence, recevoir en retour. Et ce n'était pas de la gratitude. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps infiniment plus précieux. Une place dans leur vie qui ne soit pas celle de garant ou de mécène. Je ne rêvais pas de luxe. Mon désir était cousu du fil de la simplicité. Je rêvais d'un appel de Julien, un mardi après-midi, sans aucune raison, juste pour dire « Salut maman, j'ai pensé à toi, tout va bien ?» Je rêvais d'être invité à déjeuner chez eux un dimanche et qu'à mon arrivée, le repas soit déjà prêt et que personne ne me demande de passer au supermarché avant. Je désirais, d'une force qui me serrait le cœur, qu'il me demande conseil, qu'il me demande mon avis sur la couleur d'un mur, l'achat d'une voiture ou un problème au travail. Je voulais sentir que mon expérience de la vie, mes rides et mes cheveux blancs, avaient encore de la valeur pour le garçon à qui j'avais appris à faire ses lacets. Il y avait un souvenir, en particulier, qui me hantait. Julien avait une dizaine d'années. Une nuit d'orage, une de celles qui font trembler les fenêtres. Il avait couru dans ma chambre, le visage pâle, les yeux écarquillés. Il s'était blotti contre moi, tremblant à chaque coup de tonnerre. Je l'avais serré dans mes bras, lui avais chanté une vieille berceuse et lui avais dit que tant que je serais là, rien de mal ne pourrait lui arriver. Il s'était calmé et la tête sur mes genoux m'avait regardé avec une pureté que le temps s'était chargé de voler. « Maman », avait-il murmuré d'une voix ensommeillée, « quand je serai grand et que je me marierai, ma femme devra être ton amie. Et tu habiteras près de nous, tu seras la première à tout savoir. Et le jour de mon mariage, tu me tiendras la main, très fort, comme maintenant. » Cette promesse d'enfant, faite au son de la pluie, était devenue le coffre-fort où j'avais gardé tous mes espoirs. Son mariage n'était pas juste une fête pour moi. C'était la matérialisation de cette promesse. C'était le jour où, devenu homme, il tiendrait le serment que son cœur de garçon avait fait. Je me fichais de la robe, de la fête, des invités. Je voulais juste ce moment. Cet instant avant qu'il n'entre dans l'église, où je lui arrangerais sa cravate, le regarderais dans les yeux et y verrais une lueur de ce petit garçon effrayé par l'orage. Je voulais lui tenir la main et sentir que, malgré tout, j'étais toujours son port d'attache. C'était là mon désir, et c'est cela qu'il m'avait volé. Dans les jours qui ont suivi cette révélation brutale, je me suis accrochée à leur excuse bidon. C'était quelque chose d'intime, juste pour les essentiels. J'ai essayé, de toutes mes forces, d'y croire. Peut-être qu'ils étaient à court d'argent, trop honteux pour l'admettre. Peut-être que Chloé, avec sa famille compliquée, voulait éviter les drames. J'ai imaginé 1000 scénarios, 1000 justifications, essayant désespérément de sauver l'image de mon fils dans ma mémoire. Je voulais pardonner. J'avais besoin de pardonner pour continuer à respirer, jusqu'à ce qu'une nuit d'insomnie, la curiosité devienne une force irrépressible. Les mains tremblantes, j'ai pris ma tablette. J'ai tapé le nom de Chloé dans le moteur de recherche. Et c'est là que je l'ai vu. Un lien discret, d'un célèbre grand magasin. Liste de mariage, Chloé en Julien. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué. La page qui s'est ouverte a été une gifle en plein visage. Ce n'était pas une liste, c'était un catalogue d'ostentation. Une ménagère en argent à 4 000 €. Une cave à vin climatisée pour 50 bouteilles. Une batterie de cuisine française qui coûtait plus que mon salaire mensuel. Et, tout en haut, des participations pour une lune de miel aux Maldives. Ce n'était pas la liste d'un couple qui avait organisé une cérémonie intime par manque de moyens. C'était la preuve irréfutable du mensonge. J'ai fait défiler la page, sentant les larmes chaudes couler sur mon visage. Et puis, à la fin, il y avait une petite note de remerciement. Nous remercions tous nos chers amis et notre famille d'avoir célébré avec nous une soirée inoubliable au Pavillon Royal.
La présence de chacun de nos 150 invités a été notre plus beau cadeau. 150. Le chiffre dansait devant moi, éclairé par la lumière froide de l'écran. 150 personnes essentielles. Le mensonge n'était pas un détail. C'était un spectacle grandiose, avec une scène, des lumières et un public. Et je n'étais même pas une spectatrice. J'étais l'idiote qui, sans le savoir, avait financé tout le spectacle. J'ai passé une semaine entière en silence. Un silence dense, lourd, qui a rempli chaque recoin de ma maison. J'ai éteint la télévision, mis mon téléphone en sourdine. Je n'étais pas en deuil. J'étais en plein audit. Avec la froideur d'un comptable face à un livre de comptes frauduleux, je repassais chaque transaction, chaque sacrifice, chaque mensonge que j'avais avalé. Le chiffre 150 pulsait dans mon esprit comme une fièvre. 150 invités, 150 témoins de mon insignifiance. La douleur initiale, cette pointe aiguë de trahison, s'était transformée en quelque chose de plus dangereux. La lucidité. Je voyais le schéma, la toile de manipulation tissée avec des fils de fausse douceur et de victimisation. Je voyais tout, et j'attendais. Puis, le mardi suivant, le téléphone a sonné. Le nom de Julien s'est allumé sur l'écran. L'espace d'un instant, un vestige de l'ancienne Hélène, la mère, a senti une étincelle d'espoir. Était-ce pour s'excuser? Pour exprimer des remords? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, la voix neutre, un chant de mine de calme forcé. « Allô? Maman? Salut, c'est moi. » Sa voix semblait étrangement enjouée, faussement décontractée. « Comment vas-tu? » J'étais inquiet. Tu as disparu. Inquiet. Le mot m'a frappé comme une mauvaise blague. « Je vais bien, Julien. »« Que veux-tu » Ma brusquerie l'a déstabilisé, mais il s'est vite ressaisi, plongeant dans le scénario que, j'en étais sûre, Chloé lui avait écrit. « Écoute, maman, je sais que l'ambiance est un peu tendue entre nous, mais je t'appelle parce qu'il y a un truc qui est apparu, une opportunité. Le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie, tu vois ?» Je suis restée silencieuse, à l'écoute. Il a décrit, avec un enthousiasme qui frisait le désespoir, une idée de business géniale que Chloé avait dénichée. Une franchise de produits importés, quelque chose lié à l'esthétique et à la technologie. Un tas de mots anglais qu'il peinait à prononcer. Ce serait un succès retentissant, un retour sur investissement garanti. Il a dépeint un avenir brillant, une vie de confort, un tournant qui nous profiterait à tous. Pendant qu'il parlait, je n'entendais pas un entrepreneur. J'entendais un toxicomane décrivant son prochain pari, la prochaine dose qui lui ferait oublier la réalité. Et puis, le coup de grâce est arrivé. Le seul hic, maman, c'est qu'on a besoin d'un investisseur providentiel pour le capital de départ. Et, bon, j'ai pensé à toi. C'est une grosse somme, je sais, mais c'est un investissement sûr. C'est pour garantir notre avenir, l'avenir de ton petit-fils. Petit-fils, la carte maîtresse, la balle en argent. Il a utilisé la promesse d'une vie dont j'ignorais même l'existence pour justifier l'exploitation de la mienne. Sa voix s'est faite plus basse, devenant un murmure conspirateur, intime, le même ton qu'il utilisait enfant pour me confier un secret. Je sais qu'on a fait une erreur avec toi, maman. Le mariage, tout s'est passé très vite. Chloé était confuse. Mais ça, il a marqué une pause dramatique. C'est notre chance de réparer les choses, de repartir à zéro. J'ai besoin de toi. J'ai toujours pu compter sur toi. Tu es la seule personne au monde qui puisse nous aider. En écoutant ce torrent de mensonges, mon cerveau de comptable tournait à plein régime. Je n'entendais plus la voix de mon fils. Je voyais les chiffres. Je voyais la ménagère en argent à 4 000 €. Je voyais la cave à 20. Je voyais la lune de miel aux Maldives. Et je voyais cette opportunité de business non pas comme un nouveau départ, mais comme la prochaine facture d'un style de vie qu'il refusait de financer. Son audace était monumentale. Il ne me demandait pas un prêt. Il me facturait des frais de réconciliation. Le prix à payer pour être réaccepté dans sa vie était un autre chèque. Un long silence s'est installé. Je l'ai laissé mariner dans sa propre angoisse. « Maman, tu es là ?» a-t-il balbutié, sa confiance s'évaporant. C'est alors que j'ai parlé. Ma voix n'était pas celle de la mère blessée. C'était la voix d'Hélène, l'expert comptable, présentant le bilan final. Froide, précise, irrévocable. « Je suis là, Julien », ai-je commencé, et mon ton lui a coupé le souffle. J'ai passé la semaine dernière à examiner mes finances, à analyser mes actifs, mes passifs,
mes investissements à long terme. Et je suis arrivé à une conclusion. J'ai fait une pause, savourant le pouvoir que le silence me conférait. Tu as raison. Il est temps que je pense à mon avenir, que je ne fasse que des investissements sûrs. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, mon investissement en toi et Chloé a été officiellement liquidé. Le compte est clos, définitivement. Il a essayé de bredouiller quelque chose, mais j'ai continué. Ah, et Julien, à propos de ta soi-disant opportunité géniale. Un conseil de quelqu'un qui a passé sa vie à déceler les fraudes. Vérifie très attentivement les projets que ta femme te présente. Certaines personnes sont des expertes pour vendre des châteaux de sable avec des fondations de mensonges. Toi, plus que quiconque, tu devrais avoir appris à te méfier. Et avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge avec la délicatesse de quelqu'un qui signe la fermeture d'une entreprise en faillite. Le léger clic de fin d'appel a été le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma liberté. La liberté a un son, mais elle a aussi un écho. Le mien fut celui de la sonnette, retentissant avec une fureur désespérée moins d'1 heure après cet appel. Ce n'était pas une visite, c'était une convocation. Je savais qui c'était, je savais ce qu'il voulait, et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti un calme glacial, le calme de celle qui a déjà perdu tout ce qui comptait et qui n'a plus rien à craindre. J'ai ouvert la porte, ils étaient là, découpés dans la lumière de fin de journée. Julien, pâle, les yeux injectés de sang, ressemblait à un garçon effrayé pris en flagrant délit. Chloé, au contraire, était une statue de fureur. Le visage contracté, les lèvres pincées par une haine contenue. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle s'est frayée un chemin à l'intérieur, envahissant mon espace avec l'arrogance d'une conquérante. Julien l'a suivie, fermant la porte derrière lui, un son qui a scellé mon foyer comme une arène de combat. « Tu es devenue folle ?» a-t-il commencé, la voix tremblante, un mélange pathétique de colère et de panique. C'était quoi cette comédie au téléphone? Me raccrocher au nez? Après tout ce que... La phrase est morte dans sa bouche. Il n'a pas pu la finir. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Après toute notre considération? Le mensonge était trop énorme, même pour lui. Ce fut Chloé qui mena l'assaut avec la précision d'un prédateur. Elle s'est plantée au milieu de mon salon, les mains sur les hanches, et m'a foudroyé du regard. « Hi, folle, c'est peu dire !» a-t-elle craché, la voix sifflante. « Ce que tu as fait est malsain, Hélène. Malsain et égoïste. Quelle sorte de mère abandonne son propre fils pour un caprice, pour une crise de vieille femme seule et aigrie ?» Chaque mot était un coup. Mais je n'ai pas reculé. Je me suis contentée de l'observer comme si elle était un curieux spécimen sous la lentille d'un microscope. Je voyais la jalousie, l'insécurité, la peur de perdre la vie facile que je lui avais offerte. « Tu n'as jamais supporté notre bonheur, n'est-ce pas ?» a-t-elle poursuivi, arpentant la pièce, touchant mes objets, mes cadres photos, comme pour les contaminer. « Tu nous as toujours voulu sous ton contrôle. Chaque euro que tu nous donnais était une brique de plus dans le mur que tu construisais autour de nous. C'était ta façon de nous garder prisonniers, dépendants. Tu n'es pas une mère, tu es une usurière affective. » J'ai regardé Julien. Il se tenait près de la porte, comme s'il prévoyait une issue de secours. Ses yeux fuyaient les miens. Il regardait un tableau au mur, le plafond, n'importe où, sauf le visage de la mère que sa femme était en train de massacrer. Et son silence était un cri de consentement. Chaque accusation qui sortait de la bouche de Chloé était validée par sa lâcheté. C'était là la véritable humiliation. Pas ses mots à elle, mais son approbation à lui. « Nous avons des projets, Hélène. » S'est-elle retournée vers moi, le visage à quelques centimètres du mien. Des ambitions, des choses que toi, avec ta petite vie médiocre figée dans le temps, tu ne pourrais jamais comprendre. Le monde a changé. Les gens bâtissent des empires, ils cherchent le succès. Et toi, tu es là, avec ton petit argent de veuve, à croire que tu peux décider si nous méritons ou non d'essayer de voir grand. Tu ne voulais pas nous aider. Tu voulais nous réduire à ta propre taille. Les photographies sur l'étagère semblaient se moquer de moi. Julien à sa remise de diplôme, souriant, le bras sur mes épaules. Julien dans sa première voiture, un de mes cadeaux. Julien, enfant, soufflant les bougies de son gâteau. Et là, devant moi, se tenait le résultat final de mon éducation. Un homme creux, un spectateur passif de mon démantèlement. J'ai pris une profonde inspiration.
L'odeur du café que j'avais fait plus tôt flottant encore dans l'air, vestige d'une paix qui n'existait plus. La comptable en moi avait besoin de clarté, de chiffres, d'aller droit au but. L'argent, ai-je dit, la voix ferme, coupant court à son hystérie. Passons la partie théâtrale. Votre problème, c'est l'argent qui s'est tari. Alors, parlons-en. Chloé a ri. Un son aigu, dépourvu de toute joie. Un son laid. L'argent ? Oh ma chère, tu n'as toujours rien compris. Elle s'est approchée de Julien et lui a pris la main. Un geste possessif. Tu veux parler d'argent ? Parlons-en alors. Tu te souviens des 20 000 € que tu nous as donnés l'année dernière ? Ce petit coup de pouce que tu as donné avec tant de fierté, pensant garantir l'apport pour notre premier appartement ? Je l'ai dévisagé, silencieuse. Je me souviens parfaitement de ce jour, des larmes de gratitude de Julien, de l'étreinte chaleureuse de Chloé. Je me souviens de ma joie, du sentiment de construire un avenir pour eux. Chloé a souri, un sourire victorieux et cruel, savourant le coup final qu'elle s'apprêtait à porter. Julien m'a enfin regardé, et dans ses yeux, il y avait une panique pure. Il savait ce qui allait arriver. « Eh bien » a-t-elle poursuivi, sa voix un murmure venimeux. « Nous n'avons même jamais visité un seul agent immobilier. Nous avons utilisé chaque centime de cet argent pour payer la fête, le traiteur, l'orchestre, le champagne qui a coulé à flot toute la nuit, les fleurs importées qui décoraient la salle, ma robe de mariée, le mariage que tu as payé, Hélène, mais qui n'était pas assez spécial pour mériter ta présence. Ça, c'était un bon investissement. C'était le prix de notre liberté, le prix à payer pour enfin nous débarrasser de toi. À ce moment de l'histoire, savoir que je ne suis pas seule me donne de la force. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je lis tout et réponds avec affection. Le bruit de la porte qui claque fut sec. Final. Un point final à 65 ans d'histoire. Ils étaient répartis. Et moi, j'étais restée, immobile au milieu du salon, à l'épicentre de la démolition. L'écho des mots de Chloé vibrait encore dans l'air, une onde de choc invisible qui semblait avoir brisé les vitres de mon âme. Le prix à payer pour enfin nous débarrasser de toi. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient une ressource trop banale pour l'ampleur de cette douleur. Ce que j'ai ressenti, c'est un silence profond, un vide assourdissant qui s'est installé là où il y avait autrefois un cœur. Mon corps, soudain, pesait une tonne. Mes jambes ont fléchi et j'ai dû m'agripper au fauteuil, ce même fauteuil où je berçais Julien, pour ne pas m'effondrer sur le sol. Mon foyer, ce lieu que j'avais construit avec tant de soin, brique par brique d'amour et de sacrifice, était devenu la scène d'un crime, un meurtre. Ils ne m'avaient pas tué, moi, Hélène. Ils avaient tué la maman, la figure dévouée, le port d'attache, la source inépuisable de pardon. Et, en son absence, j'étais terriblement, effroyablement seule. Mes yeux ont erré dans la pièce et chaque objet s'est transformé en instrument de torture. La bibliothèque, que j'avais montée avec Julien un samedi après-midi, le tapis que Chloé avait tant loué, les murs qui gardaient l'écho des rires, des conversations, des promesses vides. Tout était empoisonné. Je me suis levée, me déplaçant comme une automate. Je me suis dirigée vers le mur principal, où la galerie de photos racontait l'histoire de ma vie, ou plutôt, de sa vie. Le voici, bébé dans mes bras, un sourire édenté. Le voici, sur son premier vélo, les genoux écorchés. Le voici, à la fin du lycée, le visage couvert de boutons et de rêves. Et le voici, à sa remise de diplôme universitaire, déjà un homme, son diplôme à la main, la fierté dans mes yeux se reflétant dans les siens. J'ai touché le verre du cadre photo. « Où es-tu passé, mon fils ?» ai-je murmuré à l'image figée dans le temps. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» À cet instant, j'ai compris. Je n'étais pas en deuil de la trahison de l'homme qui venait de franchir ma porte. J'étais en deuil de la disparition du garçon de ses photos. L'homme était un étranger, un complice de mon humiliation. Mais le garçon était à moi. Et il était mort. La tristesse est venue comme une vague, me submergeant. Je me suis assise par terre, enlaçant mes genoux, et j'ai pleuré. J'ai pleuré ma stupidité, mon aveuglement volontaire. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'avais ignoré les signes, justifié la froideur, payé pour maintenir l'illusion d'une famille heureuse. J'ai pleuré pour la femme que j'étais devenue, une pourvoyeuse si efficace qu'elle en était devenue jetable une fois l'approvisionnement remis en question. Et, au comble de mon désespoir, mes yeux ont croisé la seule photo qui n'était pas de Julien. C'était la photo de mon mariage. Alain me souriait,
Un sourire qui promettait une vie de partenariat et de respect. Et c'est son regard qui m'a sauvée. Je me suis souvenu de ses paroles, répétées si souvent. « Hélène, tu es trop forte pour te contenter de miettes. Ne laisse personne te traiter comme un second choix. » Des miettes. C'est ce que j'acceptais depuis des années. Et soudain, la tristesse a commencé à bouillir. Les pleurs se sont transformés en sanglots de rage. Une fureur volcanique, montant des profondeurs de mon être, brûlant toute la douleur, tout l'apitoiement. Alain n'avait pas travaillé toute sa vie pour que je finance une fête de mariage dont j'étais bannie. Il n'avait pas bâti un patrimoine pour que deux parasites ingrats le transforment en champagne et en fleurs importées. Je me suis relevée. Les larmes avaient séché. Mon visage dans le reflet du verre de l'étagère était différent. Il y avait une dureté, une détermination froide que je ne reconnaissais pas. La mère était morte, oui, mais la veuve d'Alain, l'expert comptable, la femme qu'il avait aimée, était debout. Et elle était furieuse. C'est alors que je me suis souvenu. La boîte en métal qu'Alain gardait au fond de notre placard. Après sa mort, je l'avais mise à la cave, couverte d'un drap, avec d'autres souvenirs trop douloureux pour être revisités. Moi, la comptable, je n'avais jamais eu le courage de faire le bilan final de notre vie commune. J'ai descendu les escaliers, le cœur battant, non de douleur, mais de détermination. J'ai trouvé la boîte, couverte de poussière. La serrure était rouillée, mais ma nouvelle force l'a fait céder. L'odeur de vieux papier et d'un passé endormi a rempli l'air. À l'intérieur, il y avait un enchevêtrement de documents. De vieilles polices d'assurance, des actions de club qui ne valaient plus rien, des lettres. J'ai fouillé, les mains avides, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Une arme, une solution. Et puis, je l'ai trouvé. Un dossier en carton, noué par une ficelle délavée. Dedans, un titre de propriété. Un petit local commercial dans le vieux quartier, un quartier qu'Alain avait acheté pour une bouchée de pain des décennies plus tôt, comme un investissement à risque. Un quartier qui, ces dernières années, avait vu sa valeur grimper en flèche avec la gentrification. J'avais complètement oublié. Le local était à mon nom. Et, agrafé au titre, un mot d'Alain, de son écriture élégante, « Pour ta sécurité, mon amour, ton nouveau départ, si un jour tu en as besoin. » Je n'ai pas souri. La sensation qui m'a parcouru n'était pas de la joie. C'était du pouvoir. Un pouvoir froid, brut, calculateur. Il m'avait humilié avec de l'argent. Mon argent. Et maintenant, l'univers, ou peut-être le fantôme prévoyant de mon mari, me livrait les munitions pour la guerre. Alain m'avait toujours dit que j'aurais dû être une stratège, pas une comptable. Que je voyais l'ensemble de l'échiquier, pas seulement les pièces. Cette nuit-là, en regardant ce morceau de papier jauni, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Leur partie était terminée, et la mienne ne faisait que commencer. Le lendemain matin était différent. Le soleil qui filtrait par ma fenêtre ne semblait plus être le témoin de ma douleur, mais un projecteur sur une nouvelle scène. Le deuil était passé. La colère s'était décantée. Ce qui restait, c'était une clarté froide, métallique. L'Hélène qui s'est réveillée n'était ni la mère trahie, ni la veuve solitaire. C'était la stratège. La comptable qui, après avoir analysé le bilan d'une vie de perte, était enfin prête à entamer le processus de recouvrement des actifs. Le plus important d'entre eux, elle-même. Mon premier geste ne fut pas émotionnel. Il fut pratique. J'ai fouillé dans un vieux tiroir et j'ai trouvé la carte de visite jaunie de Maître Bernard, l'avocat de confiance d'Alain. Un homme de la vieille école que je n'avais pas vu depuis près de 20 ans, depuis la lecture du testament. J'ai composé le numéro avec des doigts fermes. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une jeune secrétaire. Mais quand j'ai prononcé mon nom, un silence s'est fait, suivi de la voix grave et surprise de l'avocat lui-même. « Madame Hélène, quel honneur! En quoi puis-je vous aider? Maître Bernard, bonjour. » Ma voix était calme, presque professionnelle. « C'est moi. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Il s'agit d'un bilan patrimonial resté en sommeil trop longtemps et qui doit maintenant être réévalué. » La réunion a eu lieu l'après-midi même. Son cabinet était un sanctuaire d'acajou et de cuir, un lieu où le temps semblait s'écouler plus lentement. Il me regardait par-dessus ses lunettes, s'attendant à voir la même veuve fragile et éplorée qu'il avait consolée des décennies plus tôt. Mais la femme assise en face de lui était une autre. Je n'ai pas versé une larme. Je ne me suis pas plainte de mon fils. J'ai simplement ouvert ma mallette et posé le titre de propriété du local commercial sur son bureau. Ensuite, une liste de tous mes biens, de mes investissements et, enfin, une estimation détaillée des 127 400 €
que j'avais transférés à Julien et Chloé au cours des 5 dernières années. Ceci, dis-je en montrant le titre, est un actif non déclaré. Et ceci, en montrant la liste des virements, est une perte que j'ai l'intention d'arrêter. Je ne veux pas de vengeance, maître. Pas de drame familial. Je veux une stratégie de limitation des dégâts et d'optimisation des ressources. Je veux protéger ce qui est à moi. Et je veux le faire de manière silencieuse, efficace et, surtout, légale. Maître Bernard m'a dévisagé, ses petits yeux brillants d'une admiration inattendue. Il a pris le titre, l'a examiné et a poussé un léger sifflement. « Madame Hélène, avez-vous conscience de la valeur de ceci aujourd'hui ? Cet actif non déclaré vaut une petite fortune. » Il a souri, un sourire qui signifiait qu'il aimait le combat que je lui apportais. Une stratégie donc. Compris. Laissez-moi tout analyser. Et, en attendant, je vous suggère de commencer à renforcer vos propres défenses. J'ai suivi son conseil à la lettre. L'après-midi même, un serrurier a changé toutes les serrures de ma maison. Le son du métal percé et des nouveaux secrets s'enclenchant fut une musique à mes oreilles. C'était le son de ma forteresse en cours de construction. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au nom Julien. Sa photo, souriant lors d'un pique-nique, me fixait. Une seconde, j'ai hésité. Mais je me suis souvenu du regard méprisant de Chloé, de son silence complice. J'ai appuyé sur « bloquer ». J'ai fait de même avec Chloé. Le geste était simple, numérique, mais sa signification était profonde. J'avais coupé leur dernier canal d'accès à moi. Les jours suivants, je me suis plongé dans mes propres archives. J'ai passé des heures à la table de la salle à manger, entouré de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de vieux reçus. Chaque papier était une preuve, une brique dans la muraille que je construisais. J'ai noté chaque virement, chaque paiement de loyer, chaque aide pour les courses. Le dossier grossissait, une biographie financière de ma propre exploitation. Je m'attendais à ce qu'il se manifeste, qu'il frappe à ma porte, qu'il crie. Mais ce qui est venu fut un silence étrange, tendu. Un silence qui me disait qu'il préparait la contre-attaque. Et puis, un vendredi matin gris, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le facteur a déposé une liasse de courriers, des factures, des publicités et, au milieu, une enveloppe Kraft avec un cachet officiel. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier, d'une main précise. À l'intérieur, il y avait la copie d'une notification officielle, un avis d'expulsion. J'ai lu l'adresse du bien. C'était l'appartement où vivaient Julien et Chloé. J'ai lu le nom du locataire, la personne légalement responsable du bail, Hélène Durand, moi. La notification, émise par le syndic de l'immeuble, leur donnait un préavis de 30 jours pour quitter les lieux pour rupture de contrat dû à un défaut de paiement. Mon cerveau a court-circuité. Le loyer. Avec toute cette agitation, je n'avais pas payé l'échéance de ce mois-ci, mais je n'avais demandé aucun avis d'expulsion. C'était l'une de mes armes, oui, mais je ne l'avais pas encore utilisée. Maître Bernard n'agirait jamais sans mon ordre explicite. Il était bien trop méthodique pour cela. Alors, qui avait tiré le premier coup dans la guerre que je prévoyais de mener en silence? J'ai retourné le papier, cherchant une signature, un nom. Il y avait un tampon du syndic et un paraphe illisible. Je n'avais rien fait, pas encore. Qui venait de jouer le premier coup sur mon échiquier à ma place? Et, la question qui m'a glacé le sang, de quel côté du jeu cette personne se trouvait-elle? Ce bout de papier dans ma main était une énigme, un avis d'expulsion que je n'avais pas émis. Mon esprit, entraîné par des décennies de comptabilité à chercher les erreurs et les anomalies, tournait à plein régime. Qui? Le premier suspect, le plus évident, était Chloé. Était-ce une tactique de victimisation? Fabriquer un faux avis d'expulsion pour ensuite m'accuser publiquement de cruauté, d'expulser son propre fils? C'était le genre de coup bas et théâtral que j'attendrais d'elle. Ou était-ce Julien, dans une tentative maladroite de me forcer à intervenir, à payer la dette et ainsi rouvrir le canal de communication et d'argent? Les possibilités tourbillonnaient dans ma tête, toutes plus sordides les unes que les autres. Mais un bon comptable ne travaille pas sur des suppositions, il travaille sur des faits. Et le fait était que le document portait un cachet officiel du syndic de l'immeuble, le cabinet Dubois & Fils. La première étape était d'aller directement à la source. Le lendemain matin, j'étais dans les bureaux du syndic. Un lieu impersonnel, avec des meubles gris et le son constant des téléphones. Une jeune employée, l'ennui peint sur le visage, a pris la notification. « Ah oui,
Appartement 704. Vous êtes la locataire, Hélène Durand. Le système a généré la notification automatiquement. Le loyer a 25 jours de retard. Après 20 jours, l'avis est envoyé. C'est la procédure standard. Procédure standard. La réponse était si simple, si bureaucratique, qu'elle m'a prise par surprise. Le joueur mystérieux sur mon échiquier n'était pas une personne. C'était un algorithme, un système programmé pour exécuter une règle froide et impersonnelle. Pendant 5 ans, j'avais été le rouage humain qui empêchait cette machine de fonctionner en payant religieusement chaque quittance. Au moment où je me suis arrêté, le système a simplement fait son travail. Et soudain, une épiphanie. Je planifiais une guerre complexe avec des avocats et des stratégies, mais mon arme la plus puissante n'était pas l'immeuble d'Alain. C'était la bureaucratie même que je méprisais tant. Le système qu'ils ignoraient et que je soutenais jouait maintenant en ma faveur. « Je vois », ai-je dit à la jeune femme. « J'aimerais prendre rendez-vous avec le responsable des contrats, Monsieur Dubois. » L'employé m'a regardée, surprise par ma formalité. « C'est pour renégocier la dette ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je répondu. « C'est pour clore le dossier. » La réunion a eu lieu 2 jours plus tard avec Monsieur Dubois, un homme d'environ 70 ans, dont le visage semblait être une carte de soucis financiers. Il m'a reçu dans son bureau, s'attendant sans doute à voir une dame au bord de la crise de nerfs, prête à supplier pour un délai. La surprise dans ses yeux fut évidente lorsque je me suis assise, ai ouvert ma mallette et ai posé un chèque de banque sur la table. « Monsieur Dubois, ce chèque couvre les 2 mois de loyer en retard, majoré de toutes les pénalités et intérêts contractuels. Le nom de ma famille ne restera pas associé à un impayé. » Il a pris le chèque, visiblement soulagé. « Je suis heureux que nous ayons réglé cela, Madame Hélène. Nous pouvons donc annuler l'avis d'expulsion. »« Non », ai-je dit, et le mot a flotté dans l'air entre nous. « Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas ici pour sauver le bail. Je suis ici pour l'exécuter. Je suis venu régler la dette pour avoir l'autorité morale et légale de vous informer qu'à la fin du préavis, je n'ai aucune intention de renouveler le contrat de location. Je souhaite entamer la procédure formelle de résiliation. » Monsieur Dubois a cligné des yeux, confus. « Mais, votre fils ?»« Mon fils, l'ai-je interrompu, la voix aussi ferme que l'acier, est un homme de presque 40 ans. La responsabilité d'avoir un toit au-dessus de sa tête lui incombe, pas à moi. Ce bail, qui par une erreur de jugement de ma part a duré si longtemps, prend fin. Et, pour qu'il n'y ait aucun doute sur mon sérieux, je suis prête à payer l'indemnité de résiliation, s'il y en a une, pour accélérer le processus. » Le respect a remplacé la surprise dans son regard. Il voyait en face de lui non pas une mère désespérée, mais une femme d'affaires, une égale. Nous avons réglé les détails, j'ai signé les papiers, et j'ai quitté ce bureau en me sentant plus légère de 10 kilos. Le dernier lien financier qui me rattachait à eux avait été brisé, et la décision avait été la mienne. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur. Je n'allais pas appeler, je n'allais pas envoyer de message. La nouvelle Hélène communiquait de manière officielle. J'ai ouvert une nouvelle page d'email et j'ai rédigé le texte avec la précision d'un chirurgien. Objet, notification formelle, bail de location, appartement 704. Cher Julien, afin qu'il ne subsiste aucun doute ni fausse interprétation, je t'écris pour formaliser ce qui suit. Après avoir soldé toutes les dettes financières auprès du syndic de l'immeuble que vous occupez, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre le bail de location dont je suis la seule responsable légale et financière. Le délai pour libérer entièrement le logement est celui stipulé dans l'avis judiciaire que vous avez déjà reçu. Je vous conseille de prendre les dispositions nécessaires pour trouver un nouveau logement. Cette décision est définitive et irrévocable. Cordialement, Hélène Durand. L'utilisation de mon nom complet était délibérée. Maman était morte. Celle qui signait cet email était une créancière mettant fin à une ligne de crédit. J'ai cliqué sur « Envoyer ». La sensation fut celle d'une paix froide, le silence après la bataille. J'avais repris le contrôle. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro que je n'avais pas enregistré, mais dont je connaissais le propriétaire. Une notification de message. Mon premier réflexe a été d'ignorer. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin de voir leur dernier coup, a été plus forte. J'ai ouvert la conversation. Il n'y avait pas de texte. Juste une image. Grise, en noir et blanc. Une petite forme, éthérée, presque floue, mais reconnaissable entre toutes. Une échographie. Le premier aperçu d'une vie. Mon estomac s'est noué. Je suis restée à regarder l'image.
mon cerveau essayant de traiter cette nouvelle variable dans le jeu. Puis, sous la photo, 3 points ont clignoté et une seule phrase est apparue. « Félicitations, grand-mère. J'espère qu'il y a de la place pour un berceau sur ton nouvel échiquier. » L'image de cette échographie est restée gravée dans ma rétine. Une ébauche de vie future utilisée comme une arme dans le présent. Le chantage était clair, brutal dans sa simplicité. L'amour d'une grand-mère contre sa liberté. Il ne m'avait pas envoyé une photo. Il m'avait envoyé un otage. Et la phrase de Chloé « J'espère qu'il y a de la place pour un berceau sur ton nouvel échiquier » n'était pas une invitation. C'était une déclaration que la partie s'était déplacée sur un terrain où il me croyait plus faible, celui de l'émotion. Il pensait que le cœur d'une grand-mère annulerait l'esprit d'une stratège. Ce fut la plus grande erreur de calcul de leur vie. Ma réaction immédiate ne fut pas la tendresse. Ce fut une fureur protectrice. Non pas pour Julien ou Chloé, mais pour cette vie innocente déjà utilisée comme monnaie d'échange. Cette nuit-là, la comptable et la stratège en moi ont travaillé de concert, en parfaite harmonie. L'appel de Julien est arrivé 2 jours plus tard. Sa voix était autre, mielleuse d'une fausse humilité, le ton d'un fils prodigue répétant son retour. « Maman, je sais que les choses ont dérapé, » dit-il. « Chloé est très perturbée, les hormones, mais maintenant, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de ton petit-fils. Nous devons parler en famille. Chloé a trouvé un excellent médiateur familial, le docteur Amaral. Il peut nous aider à construire un pont. » Un pont. La métaphore était bon marché. Il ne voulait pas un pont. Il voulait une autoroute à sens unique vers mon compte en banque. « Une discussion est une bonne idée, Julien, » ai-je répondu, ma voix si calme qu'elle le surprit. « Mais ce ne sera pas avec un médiateur choisi par vous. La réunion aura lieu au cabinet de mon avocat, Maître Bernard, demain à 15h. Si l'avenir de ton fils est si important, vous serez là. » Et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. La première règle de toute négociation, choisir le terrain. Et je les amenai sur le mien. Les 24 heures suivantes furent d'une activité fébrile et concentrée. J'ai passé la matinée avec Maître Bernard, un homme dont la surprise initiale face à ma transformation s'était muée en un profond respect professionnel. J'ai étalé mon dossier sur son bureau en acajou. Ce tas de reçus et de relevés s'était transformé en une œuvre d'art comptable. Un livre relié, à couverture rigide, intitulé sobrement « Bilan de l'investissement affectif, famille Durand ». Il était divisé en sections, dépenses résidentielles, formation et carrière, santé et bien-être, actifs divers. Chaque virement, chaque paiement, chaque centime était là, documenté, daté, avec un résumé clair à la fin de chaque chapitre. « Ceci est notre ouverture, maître, dis-je. Nous n'allons pas parler de sentiments, nous allons présenter les faits. Et, pour la clôture, vous savez déjà quoi faire. La documentation de la vente du local et le projet de fiducie sont prêts ?» Il a hoché la tête, une lueur d'admiration dans les yeux. « Prêt, Hélène. Et je dois dire que c'est l'une des stratégies les plus élégantes et impitoyables que j'ai jamais vues. » À 15h précises, ils sont arrivés. Chloé, avec un ventre déjà proéminent qu'elle s'efforçait de souligner par une robe moulante, est entrée dans la salle de réunion avec un air de martyre enceinte. Julien ressemblait à un accusé attendant sa sentence. Avec eux, un jeune avocat tiré à 4 épingles, ce fameux docteur Amaral, qui m'a serré la main avec un sourire qui ne cachait pas son arrogance. Il pensait que ce serait un massacre, une grand-mère coupable face à une jeune famille sans défense. Le docteur Amaral a commencé par un discours pompeux sur l'importance des liens familiaux, sur le pardon, sur la façon dont la naissance d'un enfant était une occasion divine de guérir les blessures. Chloé a pleurniché au bon moment, parlant de son désir que son fils connaisse l'amour de sa grand-mère, de sa volonté de tirer un trait sur le passé. Julien a parlé de nouveaux départs, de responsabilité, de la façon dont la nouvelle de la grossesse l'avait transformé en un homme nouveau. C'était une performance, une pièce de théâtre sentimentaliste et mal répétée, dont le seul but était de me coincer moralement. J'ai tout écouté, sans interrompre, l'expression neutre. Quand ils eurent fini, un silence attentiste s'installa dans la pièce. Tous les yeux étaient tournés vers moi. Ils attendaient des larmes, des excuses, une reddition. D'un geste lent, j'ai poussé le dossier relié au centre de la table. Le bruit sourd du livre sur le bois poli fut le seul son dans la salle. « Docteur Amaral » ai-je commencé, la voix claire et sans émotion.
Je vous remercie pour votre exposé sur les liens familiaux. Mais je crois que, pour construire un pont solide, comme l'a dit mon fils, nous devons d'abord comprendre la topographie du terrain. J'ai ouvert le livre. Voici le bilan financier de ma relation avec mon fils et sa femme au cours des 5 dernières années, si vous me le permettez. Et puis, j'ai commencé à lire, pas avec colère, avec la monotonie d'un auditeur présentant un rapport. Page 7, section Dépenses résidentielles, total de 60 mois d'aide au loyer, pour un montant total de 90 000 €, page 15, section Formation. Master à l'étranger, Julien Durand, 120 000 €, payé par la liquidation d'un plan d'épargne retraite. Page 22, Actifs divers. Remboursement d'un prêt automobile au nom de Chloé Lambert, 20 000 €. J'ai continué page par page, chiffre par chiffre. La salle de réunion est devenue glaciale. Le sourire du docteur Amaral a disparu. Le visage de Chloé est passé de l'arrogance à l'incrédulité, puis à la panique. Julien s'est tassé sur sa chaise, le visage rouge de honte. Je n'énumérais pas des paiements. Je disséquais l'anatomie de leur exploitation devant un témoin légal. Quand je suis arrivé à la dernière page, j'ai fermé le livre. Le total de l'investissement, sans compter les intérêts ni la correction monétaire, est de 382 000 €. Un investissement qui, comme nous le savons, a eu pour l'un de ses derniers retours une fête de mariage pour 150 personnes dont j'ai été exclu. J'ai levé les yeux et les ai regardés tous les trois. « Vous avez raison », ai-je dit, et j'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de Julien. Le bien-être de mon petit-fils est, à partir de maintenant, ma seule et absolue priorité. Ils se sont détendus. Ils pensaient avoir gagné. Et c'est précisément pour cette raison, ai-je poursuivi en me tournant vers mon avocat, que j'ai pris les dispositions suivantes. Maître Bernard, je vous en prie. Maître Bernard a ajusté ses lunettes et a pris la parole, sa voix grave résonnant comme celle d'un juge. Conformément aux instructions de ma cliente, le local commercial laissé par son défunt mari a été vendu la semaine dernière. Le produit net de la transaction, soit 2,5 millions d'euros, a été utilisé pour constituer une fiducie irrévocable au nom de l'enfant à naître. Ce fonds couvrira toutes les dépenses de santé et d'éducation de l'enfant, jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire, et le solde restant lui sera versé à ses 25 ans. Il a marqué une pause, laissant l'information s'installer. Chloé était bouche bée, les yeux brillants de cupidité. Cependant, a poursuivi Maître Bernard, la fiducie comporte des clauses très spécifiques. Elle sera gérée par un tiers, un établissement bancaire neutre. Vous, Julien et Chloé, n'aurez aucun pouvoir de gestion, de retrait ou de décision sur les fonds. Les dépenses seront payées directement aux prestataires de services sur présentation des factures. Et, la clause la plus importante, toute tentative de contestation judiciaire de cette fiducie de votre part entraînera son gel immédiat jusqu'à la majorité de l'enfant. Le silence qui a suivi était absolu, lourd, le bruit d'un château de cartes qui s'effondre. J'avais fait exactement ce qu'il voulait, garantir l'avenir de mon petit-fils. Mais je l'avais fait en protégeant l'enfant d'eux. J'avais mis l'argent hors de portée de leurs mains avides. Je n'avais pas seulement retourné la situation. J'avais créé un tout nouvel échiquier, sur lequel ils n'étaient plus des joueurs. Ils étaient de simples spectateurs. Le silence qui s'installa dans le bureau de Maître Bernard n'était pas un silence de paix. C'était le silence raréfié qui précède l'explosion d'une bombe. Les yeux de Chloé, autrefois brillants de cupidité, étaient maintenant deux fentes d'incrédulité. La mâchoire du docteur Amaral tomba, littéralement. Il regardait mon avocat, puis moi, son arrogance professionnelle complètement désintégrée, remplacée par la stupéfaction d'un amateur qui vient d'être anéanti par un grand maître. Julien était blanc comme un linge, les lèvres entr'ouvertes, l'air semblant avoir été volé de ses poumons. Ce fut Chloé qui explosa la première. Le masque de la mère douce et souffrante ne tomba pas seulement. Il vola en éclats, révélant le visage grotesque de la fureur et de l'intérêt matériel pur. Elle se leva d'un bond, la chaise basculant en arrière avec un bruit sourd. « Non !» cria-t-elle, la voix stridente, un rasoir coupant la formalité de la pièce. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du vol, le sale tour d'une vieille femme amère et vengeresse. » Le docteur Amaral, se remettant à peine, tenta d'intervenir. « Chloé, calmez-vous, s'il vous plaît. » « Me taire ?» se tourna-t-elle vers lui, les yeux injectés de sang. « Vous allez la laisser faire ça? Nous traiter comme des criminels?
comme si nous étions incapables de nous occuper de notre propre enfant. C'est une insulte, une humiliation. » Elle se tourna de nouveau vers moi, le corps tremblant, le doigt pointé dans ma direction. « Vous êtes un monstre, Hélène, un monstre égoïste. Vous préférez donner l'héritage de votre fils à une bande de banquiers en cravate plutôt qu'à votre propre famille, à votre propre sang. Qu'est-ce que votre petit-fils pensera de vous? Que sa grand-mère était si mesquine qu'elle ne faisait pas confiance à ses propres parents? » Je suis restée assise, les mains croisées sur la table, le cœur battant à un rythme régulier. Je l'observais, non pas avec haine, mais avec une clarté douloureuse. Je voyais l'enfant gâté derrière la femme furieuse, la personne qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait et qui, pour la première fois, entendait un « non ». « Cet argent nous revenait de droit », continua-t-elle, la voix brisée par l'hystérie. « Don't take it. C'était l'héritage de Julien. Vous ne faisiez que le garder pour nous. Ce que vous avez fait, c'est voler l'avenir de votre fils pour satisfaire votre ego blessé. Chloé, ça suffit ?» La voix de Julien était un murmure, faible, presque inaudible. « Non, ça ne suffit pas, » lui cria-t-elle. « Tu ne vas pas rester là sans rien faire pendant qu'elle détruit nos vies. Fais quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. » Mais Julien ne pouvait rien faire. Il regardait sa femme, et je vis, pour la première fois, une lueur de dégoût dans ses yeux. Il regardait la femme déchaînée en face de lui, et peut-être la voyait-il comme je la voyais maintenant, non pas comme la partenaire ambitieuse et forte qui l'avait séduit, mais comme une créature vorace et insatiable. Puis, il me regarda, et dans son regard, il n'y avait pas de colère, mais une honte si profonde, si accablante, qu'il sembla rétrécir. Il baissa la tête et la prit entre ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Son effondrement fut le son de ma victoire, l'aveu silencieux de sa culpabilité, de sa faiblesse, de sa trahison. Le docteur Amaral, voyant son dossier et ses clients se désintégrer, commença à rassembler ses papiers, le visage rouge. « Je pense que cette réunion est terminée », murmura-t-il, évitant le regard de tout le monde. Je me suis levé avec l'élégance de quelqu'un qui vient de conclure une bonne affaire. Maître Bernard s'avança et m'ouvrit la porte de la salle. Mon travail ici était terminé. J'avais atteint tous mes objectifs. Protéger mon patrimoine, garantir l'avenir de mon petit-fils et les libérer de mon influence financière, exactement comme Chloé disait le souhaiter. Je me suis arrêtée sur le seuil et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Chloé me foudroyait d'une haine pure. Julien était toujours courbé sur lui-même, un homme brisé. J'ai adressé mes derniers mots à lui, ignorant complètement sa présence. J'ai fait en sorte que mon petit-fils ait tout ce dont il a besoin, Julien. Une bonne éducation, l'accès à la santé, un avenir sûr. Il sera protégé. Je fis une pause, et mes mots suivants furent lents et délibérés. Surtout, il sera protégé de vous, de votre style de vie insoutenable, de votre avidité. C'était la dernière chose que moi, en tant que ta mère, je pouvais faire pour toi. Adieu. Je me suis retournée pour partir, pour marcher vers ma nouvelle vie, laissant le chaos et la destruction derrière moi. Le couloir du cabinet semblait être le chemin vers la liberté. Mais alors, un cri m'arrêta. Un cri désespéré, déchiré par la douleur. « Hélène !» Ce n'était pas maman, c'était Hélène, l'appel d'un homme, pas d'un fils. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée de la porte de sortie, mais je ne me suis pas retournée. « Hélène, attends, s'il te plaît !» La voix de Julien était étranglée, frénétique. J'entendis un bruit de lutte, et la voix de Chloé siffler. « Tais-toi, Julien, pas maintenant, ferme-la. »« Non !» cria-t-il. « Elle doit savoir la vérité !» Un silence tendu suivit, puis la confession arriva, trébuchant sur les mots, un torrent de culpabilité qui rompait enfin la digue. La dette, Hélène, cette histoire de Chloé, de la voiture, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de voiture accidentée, c'était un mensonge. Je suis restée de dos, tout mon corps raidi. C'était du chantage, sanglota-t-il. C'était un homme de son passé. Un ancien associé d'une affaire qui a mal tourné. Il la menaçait, lui demandait de l'argent pour ne pas révéler des choses, et moi, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, et j'ai aidé. Je t'ai aidé à mentir, Hélène. Je t'ai menti. Je t'ai utilisé pour payer ces saletés. J'ai menti. Lentement, très lentement, je me suis retournée. Mon visage était sans expression.
Le triomphe de ma victoire stratégique s'était évaporé, remplacé par une horreur glaciale. L'histoire, je m'en suis rendu compte, n'était pas terminée. Le point culminant ne concernait pas l'argent. Il y avait un sous-sol sombre et sale sous leur château de mensonges, et mon fils, avec sa confession, venait de me donner la clé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. La confession de Julien, arrachée de ses entrailles par la douleur de la défaite, n'était pas une demande de pardon. C'était le dernier clou dans le cercueil de l'illusion que j'appelais ma famille. Je me suis contentée de le fixer un long moment, voyant non pas mon fils, mais un étranger dévasté par sa propre faiblesse. J'ai vu Chloé, paralysée, le visage un masque d'horreur, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour avoir été démasquée. Puis, je me suis retournée et je suis partie. Maître Bernard m'a suivi en silence, une garde d'honneur pour ma douleur. Je n'ai pas regardé en arrière. La guerre était finie. Il n'y avait pas de vainqueurs, seulement des survivants. Le chemin du retour fut un flou. Les rues, les feux, les gens, tout semblait être de l'autre côté d'une vitre épaisse. J'étais en état de choc, mais ce n'était pas un choc de surprise. C'était un choc de confirmation. La dernière pièce du puzzle, la plus sale et la plus tordue, venait enfin de trouver sa place. Chantage, passé, mensonge. Les mots dansaient dans mon esprit. Le premier mensonge de Chloé, celui que j'avais mentionné au tout début, celui que j'avais senti dans l'air, mais ignoré. Maintenant, je comprenais. Elle n'était pas entrée dans la vie de mon fils par hasard. Elle l'avait choisi. Elle m'avait choisi. Nous étions la cible parfaite. Un jeune homme en manque d'une figure féminine forte et une mère aveugle, prête à tout pour le voir heureux. Nous étions son refuge, son plan de redressement financier pour un désastre qu'elle avait elle-même créé. À la maison, dans la solitude de ma forteresse nouvellement conquise, la véritable dimension de la trahison m'a frappé. La douleur ne concernait plus le mariage ou l'argent de la fête. C'était la surface. La vraie blessure, celle qui saignait maintenant, était beaucoup plus profonde. Julien n'avait pas seulement été un complice passif. Il avait été un agent actif dans la conspiration contre moi. Il m'avait regardé dans les yeux, avait accepté mon argent, l'argent que mon mari avait peiné à économiser pour mes vieux jours, sachant que c'était pour étouffer le passé sordide de sa femme. Il m'avait utilisé comme bouclier, comme prête-nom, pour nettoyer sa saleté. Il avait sacrifié ma sécurité pour acheter sa tranquillité. Je me suis assise dans le fauteuil et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai analysé. La comptable, la stratège, la femme qui avait survécu au veuvage et à la solitude, a pris le contrôle. J'ai commencé à faire la somme des actifs et des passifs émotionnels. Pendant des années, j'avais cru que mon amour inconditionnel était ma plus grande vertu en tant que mère. Maintenant, je voyais qu'il avait été ma plus grande erreur. L'amour, lorsqu'il n'est pas accompagné de limites, n'est pas de l'amour. C'est un permis d'abuser. En donnant tout sans rien demander en retour, pas même le respect le plus élémentaire, je ne les aidais pas. Je les rendais incapables. J'ai appris à Chloé que j'étais un puits sans fond de ressources. Et j'ai appris à Julien que l'amour d'une mère était quelque chose à exploiter, pas à honorer. La grande leçon de cette journée terrible ne portait pas sur leur méchanceté. Elle portait sur mon propre aveuglement. J'ai tellement aimé le souvenir du garçon des photographies que j'ai refusé de voir l'homme faible qu'il était devenu. J'ai ignoré mon intuition, les petites alarmes qui sonnaient dans ma tête chaque fois que Chloé souriait d'une manière trop douce après avoir demandé quelque chose. Je voulais tellement le fantasme d'une famille parfaite que j'ai aidé à financer la construction d'un château de mensonges et je me suis étonnée quand les murs me sont tombés dessus. J'ai de nouveau regardé la photo d'Alain sur l'étagère. Son sourire semblait dire « Je t'avais prévenu ». Non, il n'avait jamais rien dit. Mais son exemple, son intégrité, sa façon de m'aimer en partenaire et non en dépendante, tout cela était un avertissement silencieux que j'avais ignoré. Il m'a aimé en me renforçant. J'ai aimé Julien en l'affaiblissant. Et là, dans le silence de mon salon, j'ai compris ce que je devais faire. Le pardon. Pas pour eux. Ils ne l'ont pas demandé et je ne l'offrirai pas. Le pardon était pour moi. Me pardonner de m'être rabaissé pour qu'il paraisse grand. Me pardonner d'avoir accepté des miettes d'affection comme si c'était un festin. Me pardonner d'avoir été l'architecte de ma propre désillusion. Cette nuit-là, la comptable en moi a enfin clôturé le dernier et plus douloureux bilan de sa carrière. La société Famille Durand, avec ses actifs d'amour et ses passifs de trahison, était officiellement liquidée.
en faillite. Et des cendres de cette faillite, quelque chose de nouveau et d'inattendu a commencé à émerger. Ce n'était pas le bonheur, pas encore. C'était quelque chose de plus fondamental. C'était la liberté. La liberté de ne plus avoir à plaire, de ne plus avoir à pourvoir, de ne plus avoir à être le roc. La liberté d'être juste Hélène. Et, pour la première fois depuis des décennies, j'avais hâte de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne ne pourrait me voler. Quelque chose qui serait uniquement à moi. 1 an a passé. Les saisons ont changé et j'ai changé avec elles. L'Hélène qui vivait dans la grande maison, une forteresse silencieuse remplie de fantômes, a cessé d'exister. J'ai vendu l'appartement et avec lui, j'ai vendu les souvenirs douloureux, les échos des disputes, le poids de l'ingratitude. J'ai déménagé dans un appartement en centre-ville, un endroit plus petit, plus lumineux, avec un balcon où je cultive maintenant des orchidées, une passion que j'avais oubliée. La majeure partie de l'argent de la vente du local d'Alain, celui qui a été le déclencheur de mon revirement, je l'ai investi. Mais pas en bourse, je l'ai investi en moi. J'ai loué un petit bureau dans un vieil immeuble et je l'ai rénové. J'ai peint les murs en blanc, installé un éclairage chaleureux et je l'ai appelé Atelier Hélène, conseil pour entrepreneuses. Là, 2 fois par semaine, je donne des cours gratuits à des femmes qui, comme moi autrefois, se sentent perdues dans le monde des affaires et de la finance. Je leur apprends à lire un bilan, à créer un business plan, à comprendre la valeur de leur travail. Mais plus que cela, je leur apprends à se valoriser elles-mêmes. Je raconte mon histoire, non pas avec amertume, mais comme une étude de cas sur les dangers de ne pas poser de limites. J'ai transformé ma douleur en un outil d'émancipation pour d'autres. Mon ancienne profession, qui n'était autrefois qu'un gagne-pain, est devenue ma mission. Et qu'en est-il de Julien et Chloé ? Sa confession dans le bureau de Maître Bernard a été le météore qui a pulvérisé la farce de leur mariage. Sans mon argent pour huiler les rouages de leur vie commune, leur relation, construite sur des fondations de mensonges et de convenances, s'est effondrée. J'ai appris par Maître Bernard qu'ils se sont séparés 6 mois plus tard. Chloé, apparemment, n'était pas intéressée par un mari fauché, qui devait maintenant cumuler 2 emplois pour payer ses propres factures. Elle a pris ce qu'elle pouvait et a disparu. J'ai entendu une rumeur selon laquelle elle aurait déménagé dans le sud de la France. Cela ne m'intéresse pas. Pour moi, elle n'est qu'une charge amortie, une perte qui a déjà été dûment enregistrée et provisionnée. Julien a touché le fond. Seul, endetté et hanté par la honte. Il m'a écrit des lettres. Beaucoup. Au début, je ne les lisais pas. Puis, j'ai commencé à les lire. Il n'y avait pas de demande d'argent. Il y avait des demandes de pardon. Il y avait le récit douloureux d'un homme qui était enfin forcé de faire face à son reflet dans le miroir. Nous avons repris contact, mais pas comme avant. L'ancienne relation de mère surprotectrice et de fils dépendant est morte à jamais. Ce que nous avons maintenant est quelque chose de nouveau, de fragile, mais d'honnête. Nous prenons un café 1 fois par mois, dans un lieu public. Nous parlons de la météo, de son travail. Il me raconte, avec une fierté timide, comment il a réussi à rembourser une dette ou comment son patron l'a félicité. Je l'écoute, lui offre un conseil pratique, mais je garde une distance de sécurité. Je l'aime. Une partie de moi aimera toujours le garçon des photographies. Mais j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui donner le pouvoir de vous détruire. Et il y a mon petit-fils, Alain. Il est né en bonne santé et fort, et il est la lumière de ma vie. Chloé permet à Julien de me l'amener tous les samedis. Elle ne le fait pas par bonté, mais parce que la fiducie que j'ai créée contient une clause qui la bénéficie indirectement. Tant qu'elle autorise ma saine fréquentation avec l'enfant, une petite pension, auditée, est versée pour ses dépenses de base. C'est un arrangement froid, pragmatique, mais qui fonctionne. Quand je prends mon petit-fils dans mes bras, je ne sens pas le poids du chantage. Je sens la chaleur d'une nouvelle chance, une chance de construire un héritage différent. Je lui apprends le nom de mes orchidées. Je lui lis des histoires sur mon nouveau canapé. Et, dans ses yeux, je ne vois pas la cupidité de Chloé ou la faiblesse de Julien. Je ne vois qu'un commencement. Ce soir, j'ai fermé mon atelier plus tard. La pièce était silencieuse. Sur mon bureau, à côté des bilans et des tableurs de mes élèves, il y a un unique cadre photo. Dedans, une photo de moi, souriante, tenant la petite main d'Alain.
J'ai appris que la véritable comptabilité de la vie ne réside pas dans ce que l'on donne, mais dans la valeur que l'on refuse de perdre. Et mon amour-propre, j'ai découvert, était un actif bien trop précieux pour être liquidé. Enfin, après toute une vie, mon compte était soldé. Et le solde? Le solde était la paix. La paix, j'ai découvert, a un son. C'est le son du silence qui n'est plus rempli par la solitude, mais par le choix. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être mère, être femme, était synonyme de sacrifice, que notre valeur se mesurait à notre capacité à donner, à céder, à nous briser en 1000 morceaux pour que les autres restent entiers. La société nous appelle des rocs, des piliers de la famille, mais ils oublient de nous dire que les rocs aussi subissent l'érosion, que les piliers, sous un poids trop lourd et sans l'entretien nécessaire, s'effondrent. Mon parcours a été douloureux, mais il m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, la seule qui ne figure pas dans les livres de comptabilité. L'amour-propre n'est pas un luxe, c'est le fond de roulement de notre existence. Sans lui, notre entreprise personnelle, notre âme, fait faillite. J'ai dû toucher le fond, être traité comme une charge à éliminer, pour enfin comprendre que j'étais l'actif le plus précieux de ma propre histoire. Aujourd'hui, je me tourne vers vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout. Peut-être que dans une partie de mon histoire, vous vous êtes reconnu. Peut-être dans ma douleur, dans mon aveuglement, ou, je l'espère, dans mon revirement. Peut-être que vous aussi, vous soutenez un monde qui ne vous soutient pas en retour. Peut-être que vous aussi, vous répondez au nom de roc, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez comme du sable. Si ma voix a résonné dans un endroit silencieux en vous, je vous demande de ne pas vous taire. Notre force se multiplie lorsque nos histoires se connectent. Cet espace ici n'est pas seulement pour les commentaires, c'est un lieu pour des déclarations, pour des décrets d'indépendance émotionnelle. C'est pourquoi je vous invite à faire un pacte. Un pacte de ne plus jamais accepter d'être un poste dans le bilan financier de quelqu'un d'autre. Si mon parcours vous a inspiré, s'il vous a rappelé votre immense valeur, laissez votre marque ici. Écrivez dans les commentaires, avec toute la force que cette phrase porte en elle, « Je suis mon actif le plus précieux ». Montrons au monde la force de cette chaîne. Partagez cette histoire, pas seulement comme une vidéo, mais comme un rappel. Un rappel pour une amie, une sœur, une mère, ou pour toute femme qui a besoin de se souvenir qu'elle a le droit de solder les comptes avec ce qui ne lui sert plus. Et si vous voulez continuer à entendre les voix de femmes qui, comme moi, ont appris à transformer leurs pertes en pouvoir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Notre histoire ne fait que commencer à être racontée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, votre bilan final doit se solder par la paix. Toujours.